Il est 22h ici à Djibouti. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette nouvelle édition au sommaire de l'actualité. Une importante réunion de travail qui consiste au renforcement de la législation nationale dans la lutte contre la crime de traité des êtres humains s'est tenue donc aujourd'hui à la Cour des comptes. Et un nouveau centre régional de formation maritime a été inauguré aujourd'hui afin d'améliorer la sûreté maritime dans l'océan Indien et occidental. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Mais avant de développer ces titres et suite au décès survenu ce matin à la clinique Souraïn Djibouti Medical Service du Hajj Ibrahim Abdi Kahin, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, adresse ses sincères condoléances les plus attristées à la veuve et aux enfants du défunt et prie qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration Abdi Hussein Ahmed adresse aussi ses sincères condoléances les plus attristées à la veuve et aux enfants du défunt et prie le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais en titre, une importante réunion de travail qui fait suite à l'entretien que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ali Farah Assoé, avait eu avec l'ambassadeur des États-Unis le 28 septembre dernier relatif au renforcement de la législation nationale dans la lutte contre le crime de la traite des êtres humains. S'est tenue aujourd'hui à la Cour des comptes. Et cette réunion co-présidée par le ministre de la Justice Ali Farah Assoé et le représentant régional de l'organisme des Nations de lutte contre le crime et les drogues, José Villa del Castillo, a vu la participation de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Tom Kelly, le ministre du Travail, Abdi Hussein, ainsi que le directeur général de la Sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique accorde une contribution conséquente de $500,000 américains. Les $500,000 ont été accordés à l'UNDC pour la réalisation d'un projet de 2 ans intitulé « Renforcement de la réponse du système national de justice pénale à la traité d'êtres humains à Djibouti ». En étroite collaboration avec le gouvernement de Djibouti, l'ONUDC apportera son soutien pour établir un système national d'orientation et un mécanisme de collecte de données et d'élaboration de rapports sur la traité des êtres humains. Le projet comprendra également des activités de sensibilisation sur les principaux problèmes relatifs à la traité des êtres humains, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de cours de formation englobant les enquêtes axes sur les victimes et les poursuites judiciaires. Dans un discours, le ministre de la Justice Ali Farah Assoé a remercié au nom du gouvernement de la République de Djibouti les États-Unis d'Amérique de leur appui constant, notamment dans la lutte contre le crime des traités. Il a assuré aux hôtes la détermination du gouvernement à traquer, appréhender, poursuivre et traduire devant les tribunaux compétents les criminels qui sont à l'origine de ces faits. Asma, vous le disiez en titre, un nouveau centre régional de formation maritime de Doralé a été inauguré ce matin par le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan. Et hormis le ministre, plusieurs autres personnalités ont participé à cette cérémonie, dont l'ambassadeur de l'Union européenne, Joseph Silva, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsu Arai, le directeur des affaires maritimes, Ali Melesh Hamdaoud, la directrice du centre régional de formation maritime, Mina Hussein Douale, ainsi que plusieurs représentants des ambassades des pays amis et des nombreux invités. La création de ce centre a bénéficié le soutien des institutions internationales, à savoir l'OIM, l'Union européenne et le Japon. Le code de conduite de Djibouti, adopté en 2009 par 21 États riverains de l'océan Indien occidental, est la première initiative régionale pour lutter contre la piraterie et les vols à main armés en mer. Et l'Organisation maritime internationale de l'Union européenne soutiennent conjointement la mise en œuvre de ce code afin d'améliorer la sûreté maritime dans l'océan Indien occidental. 4 axes d'intervention ont été identifiés dans le code de la conduite. Il s'agit de la formation, du partage de l'information, de la police de la mer, ainsi que les renforcements des capacités. L'ambassadeur de l'Union européenne, Joseph Silva, a indiqué dans son allocution que l'Union européenne continue à fortement contribuer à la stabilité de cette partie du monde, notamment dans le domaine de la sécurité maritime. Et de son côté, l'ambassadeur du Japon a précisé que le Japon, en construisant ce centre, participe à la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe d'Aden. On les écoute. Nous sommes réunis ici à Doralé, aujourd'hui même, 12 novembre, les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe et de l'Afrique se retrouvent à Malte
pour parler d'un sujet essentiel, la migration. Ils en parlent notamment pour trouver de nouveaux moyens de prévenir le drame humanitaire causé par la migration irrégulière, drame qui a lieu en partie en mer, puisqu'on estime que chaque jour, 10 personnes se noient en Méditerranée en essayant, par désespoir ou par la tromperie de réseaux sans scrupules de trafiquants, d'arriver sur le sol européen. Aujourd'hui, hélas, le détroit de Bab el-Mandeb est devenu un gigantesque cimetière. C'est précisément la mission pour laquelle le Centre régional de formation maritime de Djibouti a été conçu, avec le soutien de la communauté internationale et en particulier du Japon et de l'Union européenne. C'est un grand plaisir pour moi de voir inaugurer aujourd'hui le Centre régional de formation maritime qui devra jouer un rôle central dans la lutte anti-piraterie dans la région de la Corne d'Afrique. En tant que nation maritime, le Japon met l'accent avec consistance sur le maintien et le développement de la mer ouverte et sûre. Dans cette optique, nous nous engageons activement dans la lutte contre la piraterie, qui constitue une sérieuse menace pour la sécurité du passage maritime. C'était donc les explications de l'ambassadeur japonais Tatsuo Arai. Les directeurs des affaires étrangères et la directrice du centre de formation ont déclaré que la mer est une source d'eau. Et la directrice du centre régional de formation maritime, Mme Nema Hussein Douale, a pour sa part insisté sur sa responsabilité en charge de l'ordre et de la sécurité en mer. Écoutons-la donc. Pour notre région, la mer n'est pas seulement une étendue d'eau, elle est une source vitale. Elle n'est pas seulement une voie maritime pour le transit des marchandises, elle est aussi un réservoir de ressources minérales, végétales et animales, et que sa protection nous incombe. Nous ne saurions, chers collègues, abandonner notre espace maritime au pouvoir d'individus ou d'organismes sans foi ni loi dans le dessein et de les transformer en lieu de prédation. Cette cérémonie est l'occasion de rappeler le rôle sans commune mesure du chef de l'État et de son gouvernement dans la concrétisation de cette infrastructure régionale de formation maritime. Ce centre régional de formation maritime de Djibouti est désormais une réalité tangible. En signant le Code de conduite de Djibouti, il y a maintenant plus de 7 ans, les autorités des pays riverains du littoral occidental de l'océan Indien et du golfe d'Aden nous ont donné à nous tous cette responsabilité de créer et de pérenniser une coopération basée sur la confiance mutuelle entre les acteurs de nos administrations maritimes et agences en charge de l'affirmation de l'ordre et de la sécurité en mer. Le CRFM, le Centre régional de formation maritime de Djibouti, avec ses 4 piliers que sont la formation, le partage d'informations, le renforcement des capacités et la réforme de la législation, devrait accompagner en particulier nos agences, nos administrations et agences nationales chargées de la police en mer à renforcer cette coopération régionale basée sur le Code de conduite de Djibouti. Éducation maintenant, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamal Moukié, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une délégation de haut rang de la Banque mondiale conduite par la représentante Mme Zohra Fatouhi. Et la rencontre s'est déroulée en présence des principaux responsables du ministère, dont le secrétaire général Haroun Omar Aden et des hauts responsables du MENFOP. Le ministre de l'Éducation nationale et ses proches collaborateurs ont eu des échanges fructueux et constructifs avec la délégation de la Banque mondiale sur les voies et moyens d'améliorer et de relever le niveau de coopération entre le ministère et la Banque mondiale. Le MENFOP et la délégation
délégations de la Banque mondiale se sont accordées. Par ailleurs, sur l'utilisation effective de l'aide de la Banque mondiale pour la mise en œuvre des projets largement profitables pour le ministère et pour le pays. Les échanges ont permis donc d'aborder les axes prioritaires d'intervention du MENFOP ainsi que la mise en place des projets en perspective pour le compte du MENFOP. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Jamal Meki, s'est dit réjoui de la visite de cette délégation de la Banque mondiale et de l'excellente relation de la coopération entre le ministère et la Banque mondiale. Écoutez. La Banque mondiale. Et cela a été vraiment positif. Ils nous ont signifié que le taux d'engagement était plus que satisfaisant, à l'ordre de 51 à 52%, alors qu'on n'est même pas arrivé à la revue de mi-parcours. Donc on est en avance. Ils étaient satisfaits non seulement du fonctionnement, de l'appui, du renforcement des différentes composantes du projet, de la direction du projet. Et nous avons signifié nous aussi nos besoins et les corrections que nous souhaitons. Les corrections seront incluses à partir de décembre dans les projets. Et ils ont aussi accepté que notre principale demande étant que nous ne voulons pas des consultants et que nous ne voulons pas aussi des études et que nous voulons que tout ce qu'on nous donne puisse directement être bénéficié par le département, que ce soit en matière de construction des établissements ou des extensions, que ce soit les formations du personnel ou que ce soit l'acquisition du matériel, ainsi de suite. Et cela a été bien entendu. Ils nous ont dit qu'en décembre, que nous préparons toutes les modifications nécessaires que nous voulons et que cela sera incorporé. La représentante ainsi que les deux experts qui sont là nous ont non seulement ont félicité le département, mais se sont dit aussi très optimistes pour que ce projet puisse être terminé à temps. Nous sommes vraiment, nous aussi, au niveau du département, très heureux du travail et du partenariat qu'il y a avec la Banque mondiale. Cela montre que la volonté de deux côtés est là et l'appui de la Banque mondiale est réel dans l'éducation nationale. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cet atelier de validation des activités de formation des métiers de bâtiment, de la menuiserie, bois et aluminium qui s'est tenu au Kripen. L'atelier, animé par un expert, Thierry Kenzenheimer, a réuni les responsables de la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les enseignants de la spécialité, les conseillers pédagogiques, mais aussi les professionnels des bâtiments de la place. Au cours de cet atelier d'une semaine, les participants ont passé en revue les activités de formation dans le cadre de l'élaboration et de la mise en place du baccalauréat professionnel et des certificats d'aptitude professionnelle. Les professionnels de la place étaient au total une douzaine d'entreprises du secteur des bâtiments qui ont pris part à cet atelier. Ils ont apporté leurs contributions et les remarques, mais aussi exprimé leurs besoins en compétences dans ce secteur. Les remarques et les conclusions de ces discussions seront intégrées dans les différents référentiels de formation élaborés par l'inspection génie civil. Les inspecteurs de l'enseignement disciplinaire du moyen et du secondaire ont eux aussi été associés à cet atelier pour discuter et débattre des contenus pédagogiques dans leurs disciplines respectives pour être intégrés dans les différents contenus des activités de formation. Sur le marché du travail, donc on avait, comme on appelle ce matin ensemble, les entrepreneurs, c'est-à-dire les techniciens du personnel sur le terrain direct, avec les enseignants de génie civil et avec le soutien de l'expert M. Thierry Kenzenheimer, qui nous a permis de discuter et de mettre à table tous les programmes nécessaires à enseigner dans nos lycées. Et nous avions aussi rappelé la part essentielle à ce que l'entreprise participe à la formation de nos jeunes, du moment que c'est eux qui recruteront ces élèves derrière cette formation. Et on a ciblé que l'entreprise participe à 3 niveaux. Premier niveau, à concevoir les programmes adéquats à enseigner dans le lycée. Deuxièmement, essayer de, comme on appelle, de former pendant la période de formation à l'entreprise qu'on appelait au départ des stages. Essayer d'encadrer et d'avoir un tuteur qui va accompagner nos stagiaires dans les entreprises. Et au troisième niveau, lorsque le futur diplômé sera affecté directement sur le chantier, essayer de voir ses avantages et ses inconvénients pour qu'il puisse nous transmettre, nous derrière, essayer d'apporter ces rectifications dans les programmes de formation préalablement établis.
Autre page écologique ce soir, nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu lundi dernier de Deka Mohamed Hadi. La défunte est née en 1982 à l'hôpital de Balbala et était la cousine de notre consoeur Negat Fouad. Elle a laissé derrière elle un enfant que le Tout-Puissant ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et actualité à présent hors de nos frontières et concernant le sommet qui réunit une cinquantaine de dirigeants africains et européens. L'Union européenne s'est donc engagée ce jeudi à verser 1,8 milliard d'euros afin de freiner les flux migratoires provenant d'Afrique vers l'Europe. Réunis à la Valette avec des dirigeants africains, la Commission européenne invite les États membres à compléter pour doubler la mise. Pour l'heure, les promesses de contribution des pays européens n'ont atteint qu'un total de quelques 78 millions d'euros, en plus de la somme déjà allouée au niveau de l'Union européenne, et c'est selon un des comptes de la Commission. Mitsubishi Aircraft Corporation a annoncé hier que le premier vol de son Regional Jet s'était déroulé sans problème, sans encombre. Le constructeur a évoqué même un vol extrêmement confortable. L'appareil est resté dans les airs pendant 1h30. L'avion a décollé de Nagoya et a conduit une série de tests en vol pour confirmer les caractéristiques attendues, notamment concernant la montée, la descente et les virages au large des côtes japonaises, au-dessus de l'océan Pacifique. Le capitaine M. Yasumara s'est déclaré enthousiasmé par l'avion, remarquant même que les performances opérationnelles se révélaient meilleures que prévues. Les essais se poursuivront ensuite aux États-Unis sur la plateforme de Grand County, où Mitsubishi a établi une base pour son avion dans l'État de Washington dans le milieu de 2016. Depuis son annonce en 2009, le MRJ a tout de même accusé un retard de plus de 3 ans, le premier vol étant prévu à l'origine en 2012 et des livraisons les débuts de l'année 2014. Et à l'étranger, toujours, Vladimir Poutine veut mener sa propre enquête sur les accusations de dopage organisées dans l'athlétisme russe. Le chef du Kremlin s'est exprimé hier pour la première fois depuis la publication lundi d'un rapport accablant de l'Agence mondiale antidopage. La responsabilité doit être individuelle, c'est une règle générale. Les athlètes qui n'ont jamais touché au dopage ne doivent pas pâtir pour ceux qui enfreignent quelque chose, insiste le président russe. Et demain, la Fédération internationale d'athlétisme doit se prononcer sur l'éventuelle suspension de la Russie. Certaines voix se lèvent contre une telle option. De l'aveu même de l'Agence mondiale antidopage, la Russie donc n'est pas le seul pays à faire face à ce problème. Et pour finir, le journal en page sport. La candidature de Michel Platini n'a pas été admise par la commission électorale de la FIFA, a annoncé jeudi l'instance. Elle sera toutefois examinée à la fin de sa suspension de 90 jours en janvier. Le président de la commission, Domenico Scala, avait déjà indiqué le 20 octobre dernier que la candidature du Français ne sera pas étudiée pendant sa suspension. Elle ne pourra donc a priori pas être prise en compte avant le 5 janvier, date de l'expiration de sa suspension, sauf à ce que cette sanction soit levée d'ici là. Cette décision n'a rien de surprenant, car cette commission chargée de s'assurer de la conformité du processus électoral doit notamment solliciter une enquête d'habilitation de la part de la commission d'éthique de la FIFA, celle qui a suspendu Michel Platini en raison de doutes pesant sur un versement de 1,8 million d'euros reçu en 2011 de la part de Sepp Blatter pour une mission effectuée entre 1999 et 2002. C'est donc la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un agréable moment avec le reste de nos programmes télévisés.